Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry. Vous écoutez Sud Radio, il est très précisément 8h45. Notre invitée politique aujourd'hui, Charlotte Cobel, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État auprès de la Première ministre en charge de l'enfance. Je le disais, un seul sujet à peu près a fait l'unanimité à l'Assemblée nationale cette semaine, c'est la protection de l'enfance. On va en parler avec vous. On va parler aussi de votre combat avec votre collègue Jean-Noël Barrot, celui pour l'interdiction de l'accès au porno, au site porno aux mineurs. C'est un vieux combat. Comment comptez-vous vous y prendre? On va vous le demander, mais avant ça, revenons quand même sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier, qui ne concernait pas la protection de l'enfance, mais qui concernait un brouhaha absolument permanent. Le député insoumis, Thomas Porte, a été exclu pour 15 jours pour s'être pris en photo en train de jouer au ballon, un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, et du président de la République, Emmanuel Macron. Est-ce que vous vous félicitez de cette exclusion? Écoutez, moi, ce dont je ne me félicite pas, c'est de l'image que tout ça renvoie à nos concitoyens et je dirais en particulier à nos enfants. On est dans une situation où on évoque un texte essentiel pour la justice de notre pays, essentiel pour l'équilibre de notre système social, essentiel évidemment pour nos personnes âgées. Et on a face à ça une réaction de l'opposition qui peut ne pas être d'accord avec le projet. On est dans une démocratie qui n'est, à mon sens, non seulement pas adaptée, mais scandaleuse. D'abord parce que elle fait obstruction au débat parlementaire qui est essentiel. On le dit, on a eu 20 000 amendements, 16 000 de la NUPES. Hein, voilà. Au-delà du nombre d'amendements, revenons aussi sur le fond, du des débat, amendements. sur l'ambiance. Une députée qui traite ses collègues de monstres, par exemple. Obstruction, vous avez raison. Incitation à la haine. On a effectivement l'image absolument scandaleuse, choquante, tout le monde l'a été, de ce tweet de ce député qui a donc effectivement été suspendu parce que c'est inacceptable. Mais il y a eu d'autres choses. On a Monsieur Mélenchon qui considère que nos entrepreneurs sont des parasites. On a Madame Chirikou qui considère que la Première ministre est un bourreau. Donc on a des termes qui incitent à la haine, comme si la NUPES cherchait à enflammer avec la haine notre pays. Alors on a vu aussi, par exemple, d'autres dérapages, y compris sur Twitter. Exemple dans votre camp avec le parti majoritaire Renaissance hier qui s'est amusé comme s'il s'adressait à des enfants à personnifier des personnages de Harry Potter justement à l'image de membres de l'opposition. Sandrine Rousseau se retrouvait transformée en plante ensorcelée qui faisait trop de bruit aux yeux de ses collègues. On a eu aussi... Vous avez raison, mais c'est quand même plutôt potache que de traiter les gens de bourreaux, de parasites et de mettre des têtes décapitées comme ballons. Mais Marine Le Pen, en Voldemort, chef, je cite le tweet de Renaissance, chef des mange-morts. On voit en tout cas le côté, pardonnez-moi, virtuel de la chose. C'est rapproché à un film pour enfants. On n'est pas dans la décapitation, le bourreau et le parasite. On n'est pas dans la même nature. Moi, je voulais aussi dire que derrière tout ça, il y a aussi de la désinformation. Je vous prends un exemple. La NUPES a dit, le corps a dit qu'il n'y aurait pas plus de dépenses à l'avenir. Donc, le gouvernement se trompe. Mais la NUPES n'a dit qu'il n'y avait pas plus de dépenses, c'est vrai. Simplement, elle a oublié de dire qu'il y aurait beaucoup moins de rentrées financières. Donc, le système sera en déséquilibre. Donc, on a de la désinformation, de l'incitation à de la haine et de l'obstruction. Pourquoi je vous parle d'obstruction? Un des amendements de la NUPES, c'est de reporter l'âge de départ à 99 ans. Voilà un amendement qui est arrivé. Si ça, c'est pas de l'obstruction, c'est quand même de l'obstruction. Madame, une autre députée, a déposé un amendement où elle met que un terme qui s'appelle effectivement le référentiel senior, elle le transforme en feuille de salade. Donc si ça, c'est pas des amendements qui ne servent à rien et qui sont de l'obstruction, voilà. Donc obstruction, haine et désinformation sur un débat aussi essentiel, comment voulez-vous que nos citoyens, nos concitoyens s'y retrouvent? On pose une question à nos internautes, à nos abonnés sur Twitter, notamment ce matin, qui sème le désordre à l'Assemblée nationale. Ils répondent majoritairement la NUPES. Vous aussi, vous parlez beaucoup de la NUPES. Est-ce que vous êtes surprise, malgré tout, depuis près d'un an, plusieurs mois, de l'attitude du Rassemblement national qui, c'est moins qu'on puisse dire, se fait discret à l'Assemblée nationale? Le Rassemblement national a posé plusieurs centaines d'amendements à ce texte. On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est l'objet du débat parlementaire. On peut quand même dire, et dans ce texte en tout cas, que la NUPES joue un rôle qui n'est pas celui du Parlement.
Le Rassemblement national a décidé d'avoir sa place au Parlement. Il a été élu pour ça. Effectivement, il joue, il respecte les règles, à peu près. Mais notez quand même qu'il y a eu aussi une exclusion d'un député il n'y a pas très longtemps dans le Rassemblement national. Le député de la Gironde, Grégoire de Fournas, Exactement. qui a été expulsé 15 jours, exactement comme son collègue insoumis Thomas Portillard, mais pour d'autres faits. Quoi qu'il en soit, venons-en enfin à la protection de l'enfance. Parce que dans ce climat absolument épouvantable à l'Assemblée nationale, un sujet, je le disais, a fait l'unanimité, la protection de l'enfance, puisque les députés, quel que soit leur bord d'ailleurs, de toute la droite à toute la gauche en passant par votre centre, ont voté le retrait automatique de l'autorité parentale. C'était une proposition de loi socialiste. Est-ce que vous y attendiez ? Alors, je m'attendais effectivement, on attendait ce texte proposé par Isabelle Santiago, avec lequel j'avais eu beaucoup d'échanges, et on s'attendait effectivement à un fort consensus. Ouais. J'allais dire que c'est pas le seul consensus à l'Assemblée nationale, puisque l'Assemblée nationale a créé une délégation aux droits des enfants transpartisane, avec laquelle je travaille régulièrement et où tous les partis sont représentés. En tout cas, la PPL Santiago a été adoptée, c'est une véritable avancée. Vous le savez, nous avons une problématique dans ce pays que personne ne veut voir, franchement, qui sont les violences faites aux enfants, les violences physiques et les violences sexuelles. Cette loi entraîne la suppression automatique, sauf décision contraire, de l'autorité parentale pour les personnes condamnées pour des faits de violence sur enfants ou intrafamiliales, et entraîne la suspension temporaire jusqu'à décision du juge aux affaires familiales quand la personne est poursuivie, c'est-à-dire mise en examen, poursuivie pour les mêmes infractions. Qu'est-ce que concrètement cela permettra de changer et en quoi cela fera avancer la protection de l'enfance ? Alors, on avait un peu un paradoxe dans le temps de l'enquête, ou une difficulté, c'est que quand un parent était mis en cause sur des faits particulièrement graves sur les enfants, il pouvait garder le droit de visite et d'hébergement. C'est quelque chose qui choque énormément. Absolument plus possible. Si, le juge pourra toujours écarter cette possibilité, mais il sera obligé de se prononcer, alors qu'il n'était pas nécessairement obligé de se prononcer. Et puis, au moment de la condamnation, et là je pense que c'est très symbolique, le retrait de l'autorité parentale systématique, sauf exclusion du juge, qui devra à nouveau motiver s'il ne veut pas retirer cette autorité parentale. Pour moi, c'est important, parce que derrière autorité parentale, il y a responsabilité parentale. Et quand une personne commet une infraction grave sur un enfant, elle doit être déclarée irresponsable et perd donc les attributs de l'autorité parentale. Et en tout cas, ce sera le cas grâce à l'adoption de cette proposition de loi. Venons-en maintenant à votre autre combat, l'un de vos autres combats, c'est celui de l'interdiction de l'accès aux sites pornographiques aux mineurs. Ça a été une annonce cette semaine de votre collègue Jean-Noël Barrot. Comment vous allez vous y prendre ? Alors, d'abord, on a un combat partagé. Quelques chiffres. 11 ans, le premier âge d'accès au porno. Quand vous entrez dans une classe de 6e, un enfant sur 3 a déjà vu du porno sur des sites internet. Deuxième chiffre, plus de 2 millions d'enfants, de mineurs, vont chaque mois sur des sites pornographiques. Un tiers à moins de 15 ans. Le porno, pour un enfant, c'est traumatisant. On a eu un très bon rapport du Sénat qui parle de viol psychique quand on voit une image de porno. Donc on peut imaginer effectivement qu'on a le son, qu'on a l'image, qu'il y a des mots qui sont inadaptés à un enfant. Sauf que tous les enfants ont accès au smartphone de leurs parents, parfois ils ont le leur. Comment vous allez faire ? Le cadre juridique est très clair. Depuis toujours, le fait de présenter une image porno à un enfant, qu'elle soit physique ou virtuelle, est interdit et puni par le code pénal. Là, depuis le mois de juillet 2020, les éditeurs numériques ont l'obligation de mettre en place quelque chose qui vérifie l'âge. Si vous allez sur les gros tubes porno, on vous demande de déclarer votre âge. Bon, un mineur va donc déclarer globalement 18 ans. Donc il faut mettre en place un dispositif qui vérifie clairement, ou en tout cas au moins qui filtre au maximum les mineurs. On a tous été adolescents, on a tous été un peu tricheurs, un peu truqueurs, un peu sournois, et quand on nous disait de ne pas aller voir quelque chose, on avait d'autant plus envie de le faire. Alors comment vous allez nous en empêcher ? Donc actuellement, sur le marché, entre guillemets, ou dans les avancées technologiques, il y a plusieurs dispositifs possibles. L'usage de la carte bleue qui n'est pas complètement efficace dans le sens où des enfants peuvent avoir la carte bleue à 16 ans. Mais moi, si j'ai déjà les moins de 16 ans qui vont pas sur les sites, c'est déjà pas si mal. On a des sujets de gestion de l'âge avec l'image, par exemple un selfie. On a le sujet de mettre la carte d'identité. La Louisiane vient de demander de mettre le permis de conduire. Donc on a des dispositifs. Mais moi, la technique, c'est pas mon sujet, entre guillemets. Je pense que tous ces sites qui gagnent au bas mot 500 millions d'euros de chiffre d'affaires par an ont les moyens de trouver la technologie la plus adaptée à leur commerce.
si tant est qu'ils ont commerce, et à leur site. Simplement, ils n'en ont pas envie. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ces sites-là, en fait, ils vendent du flux. Et dans le flux, ils ont 40% de mineurs. Donc, il faut simplement qu'ils aient un minimum de volonté. Ils n'en ont pas. Donc, aujourd'hui, il faut y aller plus fort. Et l'autorité judiciaire est enfin saisie. L'Arcom a mis fin à la médiation. Il faut aujourd'hui des sanctions contre ces sites qui ne respectent pas la loi. Il faut donc y aller. Peut-être une dernière question. C'est la une aujourd'hui du Parisien, aujourd'hui en France. Il fait meilleur élever ses enfants en France dans les villes moyennes que dans les grandes villes. Comment cela s'explique pour la ministre de l'Enfance que vous êtes? Alors, vous faites référence à un article du Parisien ce matin. Ce qui est important dans les villes moyennes, c'est en réalité la capacité des villes et de l'État à proposer notamment des crèches et de services autour de l'enfance, des PMI, des services de protection maternelle infantile, des services qui accueillent les parents. Par ailleurs, ces villes sont souvent un petit peu moins chères en loyer, et on a la place de loger et on a la place, et il y a une qualité de vie en termes d'environnement. Ce n'est pas très étonnant. Vous savez que le gouvernement est engagé sur le service national de la petite enfance parce que c'est évidemment un gage d'égalité entre les hommes et les femmes et un gage d'égalité entre les familles. Nous souhaitons démultiplier les places en crèche. On voit bien que c'est un facteur de sérénité dans les familles. Oui, à condition d'y arriver, parce que c'est vrai aussi que ça fait plusieurs décennies qu'on parle de la difficulté des accès aux crèches. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio ce matin. Merci à vous. Charlotte Cobel, secrétaire d'État en charge de l'enfance auprès de la Première ministre Elisabeth Borne.